La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La dernière histoire effrayante que j'ai entendue autour du feu de camp a ruiné ma vie. J'aimerais pouvoir aller droit au but, mais je pense que je devrais au moins essayer de donner un peu de contexte, sinon ça ne sert à rien. Je vais faire de mon mieux pour être bref. Pendant mes années d'université, notre groupe d'amis proches avait pour tradition de partir camper quelques jours chaque année. Ce n'était pas très original, je sais, mais c'était surtout un prétexte pour nous retrouver loin de tout et loin de tout le monde. Nous n'étions pas des passionnés de nature ou quoi que ce soit du genre, mais c'était quelque chose que nous aimions faire en groupe. La liste des participants n'était pas toujours la même chaque année. Les ex allaient et venaient. Les examens ou les affaires personnelles empêchaient certains d'entre nous de se joindre au groupe. Et parfois, des disputes insignifiantes faisaient également que quelques personnes ne se présentaient pas. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, une poignée d'entre nous réussissait toujours à s'en sortir. Brenda, Michael et Liliane, qui sont ensemble depuis aussi longtemps que je me souvienne d'ailleurs ces deux-là, et Denis, Margot et moi-même. Il est devenu nettement plus difficile de se mettre d'accord sur les dates une fois que nous avons tous obtenu notre diplôme, mais nous avons réussi à nous organiser. La seule chose qui a réussi à perturber notre tradition annuelle de camping a été cette putain de pandémie Covid. Il y a quelques années, et après cela, il est devenu plus facile pour les gens de trouver des excuses pour ne pas venir. Nous continuions à discuter de manière semi-régulière et à nous voir de temps en temps, mais c'était tout. Mais cette année, c'était différent. Soit les étoiles se sont alignées, soit nous avons tous atteint un stade de notre vie d'adulte où nous avons commencé à ressentir une profonde nostalgie pour une époque plus simple qui n'est pas si lointaine, même si certains jours, elle semble vraiment révolue. Nous avons donc tous les 6 noté les dates sur nos calendriers et nous avons concrétisé notre projet. 2 jours, 2 nuits. Cela semblait assez simple comme avant. Nous n'avions pas vraiment prévu d'activité spéciale, à moins qu'il y ait des points d'intérêt particuliers à visiter dans les environs. Mais nous avions toujours pour habitude de raconter des histoires effrayantes autour du feu de camp le premier soir, et parfois le deuxième soir aussi si certains d'entre nous se sentaient particulièrement inspirés. Que l'alcool y soit pour quelque chose ou non, je vous laisse le soin de l'imaginer. Pour être honnête, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait jamais vraiment réussi à effrayer qui que ce soit avec nos histoires. Certains d'entre nous, moi y compris, faisaient de gros efforts. Mais le plus souvent, ce que nous pensions être effrayant s'avérait n'être qu'un mélange inégal d'éléments drôles, illogiques et kitsch mal assemblés. Cela ne donnait pas vraiment la chair de poule, mais c'était très drôle, ce qui n'était pas si mal. Cette année, c'était différent. Et comme vous l'avez peut-être deviné d'après le titre de cette vidéo, je suis en train de m'enregistrer à cause de ce qui s'est passé lors de cette première nuit. Mais avant d'en arriver là, il y a encore une chose que je dois mentionner. En ce qui concerne Brenda, Michael, Liliane et Margot, ce voyage avait été prévu pour 6 personnes seulement. Mais lorsque Denis est finalement arrivé à notre point de rendez-vous, en retard comme d'habitude, nous avons tous été surpris de voir que cet idiot avait emmené une personne supplémentaire, quelqu'un dont il n'avait jamais parlé à personne et qui à première vue semblait vouloir se joindre à nous pour toute la durée de notre séjour dans les bois. Elle s'appelait Lise. Si cela s'était produit pendant nos années d'université, j'imagine que cela aurait pu être beaucoup plus gênant, avec une personne inconnue s'immisçant dans notre groupe et risquant de ruiner la dynamique solide et bien établie entre nous. Mais nous ne sommes plus des enfants, et surtout, nous ne sommes tout simplement plus aussi au courant qu'avant de la vie personnelle de chacun. Ce n'est pas une excuse pour ne pas nous prévenir que,
Au fait, j'amène quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, soyez sympa. Mais je pense que le reste du groupe s'en est rapidement remis, car ils ont rarement l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et comme il s'agit de Denis, je pense que le groupe a instinctivement décidé d'essayer de faire en sorte que Lise se sente aussi bien accueillie et intégrée que possible. J'aurais peut-être réagi de la même manière s'il n'y avait pas eu une chose. J'avais parlé à Denis au téléphone la veille au soir, à propos du voyage et d'autres choses sans importance qui ne valent même pas la peine d'être mentionnées. Et non seulement il n'avait jamais fait allusion à cette Lise ou à quelqu'un d'autre qui viendrait, mais il semblait aussi parfaitement normal. Mais le Denis que nous avons rencontré ce jour-là m'a semblé un peu méfiant et perturbé. Peut-être était-il gêné par toute cette épreuve, au point qu'il pouvait à peine me regarder dans les yeux, ou regarder qui que ce soit d'autre. Peut-être que sa petite amie Lise, si c'est bien ce qu'elle était, l'avait forcé à l'inviter contre son gré ou quelque chose comme ça. Quelque chose me semblait bizarre, mais je n'en ai rien dit, pensant qu'il était dans l'intérêt de tout le monde, en particulier de Denis, d'éviter de poser des questions délicates et de créer des drames inutiles, ce que nous avons toujours essayé d'éviter lors de ces voyages. Nous avons discuté un peu, vérifié rapidement que nous n'avions rien oublié d'essentiel, puis nous avons marché pendant environ 2 heures avant d'atteindre un endroit suffisamment convenable pour installer nos tentes juste avant la tombée de la nuit. Voici ce qui s'est passé ensuite. Après avoir allumé un bon feu et nous être servi quelques verres, nous avons décidé qu'il était temps de nous asseoir et de partager à nouveau, à tour de rôle, des histoires effrayantes, comme nous le faisions autrefois. Je ne pense pas que tout le monde était particulièrement enthousiaste à cette idée. Peut-être avait-il l'impression d'avoir dépassé ce stade. Néanmoins, on voyait bien que chacun faisait un effort, à des degrés divers, pour respecter l'une des rares traditions que notre groupe avait réussi à maintenir vivante après toutes ces années. Même si les histoires s'avéraient horribles, elles pourraient peut-être servir à briser la glace et à aider Lise à mieux s'intégrer au groupe. Margot, assise à ma gauche, a commencé. Elle a raconté un incident légèrement dérangeant qui était arrivé à une de ses amies, victime d'un harceleur pendant plusieurs mois après que leurs premières interactions sur des applications de rencontres aient échoué. La dernière fois qu'elle en avait entendu parler, une arrestation avait eu lieu. Mais cette histoire n'apportait rien de nouveau. C'était juste un type bizarre, comme d'habitude, comme il en existe tant. Puis ce fut le tour de Brenda, assise à gauche de Margot. Elle a pratiquement résumé un film qu'elle pensait suffisamment obscur pour que nous ne le comprenions pas, ce qui a incité Michael, le fanatique d'horreur du groupe, à la questionner légèrement une fois qu'elle eut terminé. Je me suis souvenu d'une fois où, si on l'avait interpellée de la même manière, elle aurait immédiatement fait ses valises et serait partie. Pendant un instant, j'ai craint que la petite pique innocente de Michael ne suffise à gâcher l'ambiance, voire tout le week-end. À ma grande surprise, Brenda a gloussé, a levé son verre de gin tonic et a dit « D'accord, tu m'as eu », avant de vider son verre, faisant comme si c'était une véritable punition pour sa supercherie. « Pourquoi tu ne continues pas alors ? Voyons voir ce que tu as dans le ventre, nerd !» dit-elle d'un ton taquin. Michael, qui était assis à ma droite, sourit en se redressant et en retroussant ses manches, car il était du genre à ne jamais manquer une occasion de terroriser ses amis, surtout lorsqu'il avait toute leur attention et leur consentement pour le faire. Avant qu'il ne puisse poursuivre l'histoire démente qu'il avait concoctée spécialement pour l'occasion, Denis intervint. « En fait, ça vous dérangerait si elle commençait ?» demanda-t-il sans regarder Michael ni désigner quelqu'un en particulier, même si nous avons naturellement déduit qu'il faisait référence à Lise. Elle a quelque chose à partager avec tout le monde. Michael fit une grimace avant de répondre rapidement. « Ouais, d'accord, bien sûr. » Mais même si je voyais bien qu'il était un peu déçu de se voir voler la vedette, la façon dont Denis avait formulé sa demande avait définitivement attiré l'attention de Michael et de tous les autres. Avant de continuer, et pour vous aider à visualiser la scène, voici comment nous étions tous assis les uns par rapport aux autres. Dans le sens des aiguilles d'une montre, et en partant du haut, il y avait Lise, assise juste en face de moi. Denis à sa gauche, puis Liliane, Michael, moi-même, Margot et enfin Brenda. « Écoutons cette histoire alors !»
a dit Michael, d'un ton presque provocateur, ce qui a incité Liliane à tirer sur sa chemise et à lui lancer un regard. Lise secoua la tête dès qu'elle entendit ces paroles, les yeux fixés sur le feu crépitant entre elle et moi. « Ce n'est pas une histoire, c'est un rêve que j'ai fait, ou plutôt un cauchemar, je suppose. J'espère que ça ne te dérange pas. » Michael me regarda et leva les yeux au ciel, contrarié qu'elle puisse utiliser le prétexte du rêve pour inventer autant de détails horribles qu'elle le souhaitait, afin de pimenter son histoire. Sentant sa réaction, Liliane lui donna maintenant un petit coup de coude pour lui rappeler de ne pas être désagréable. Tout le monde lui donna son accord sans hésiter, mais on sentait que l'ambiance avait légèrement changé. Sans doute en raison de l'attitude sérieuse de Lise et de la perspective qu'elle soit sur le point de dévoiler des choses très personnelles à un groupe de parfaits inconnus, au lieu de partager une simple histoire effrayante et ridicule. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Il y a ce cri, mais c'est un cri comme je n'en avais jamais entendu de ma vie. Je sais au fond de moi qu'il provient de quelqu'un, quelque part à proximité, mais il y a quelque chose qui est vraiment étrange et absolument terrifiant à son sujet. » Elle croisa les bras et les serra pour se réconforter, les yeux toujours rivés sur le feu, comme si elle cherchait dans les flammes les mots justes pour l'aider à décrire son cauchemar. « Je n'ai jamais rien entendu de tel dans la vie réelle, ni dans aucun film, jeu ou autre. Ce n'est pas vraiment un appel à l'aide, c'est juste un cri viscéral d'horreur et de douleur pure. Et la raison pour laquelle cela me terrifie au plus profond de moi, c'est parce que mon esprit ne peut même pas imaginer ce qui pourrait causer cette agonie indescriptible. Et le son... » Elle leva les mains et les posa sur son visage, couvrant brièvement la plupart de ses traits, à l'exception de ses yeux. C'est tellement fort que ça me fait vibrer le corps. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue et je reste figé sur place, ne sachant pas quoi faire. Je sais que cette personne a besoin d'aide, mais je n'arrive pas à trouver le courage d'aller la chercher, parce que j'ai peur de ce que je vais trouver. Peur de voir une scène si horrible que mon cerveau ne pourra pas la rationaliser. J'ai tellement peur, et j'ai tellement mal au ventre. Plus que je ne l'aurais jamais été de toute ma vie, à l'idée de découvrir ce qui provoque ce cri. Mais plus ça continue... Elle commença à secouer très légèrement la tête. Plus ça continue, plus je me demande comment c'est possible que ça continue. Je sais que c'est un rêve, mais quelque chose me semble réel, et je ne comprends pas que cette personne ne soit pas encore morte, ou au moins évanouie, ou n'ait pas détruit ses cordes vocales à force de crier si longtemps et si douloureusement à cause de ce qu'on lui a fait subir. Et je pense que c'est là que je réalise... Elle fit une pause de quelques secondes, les lèvres tremblantes. Peut-être que ce n'est pas une personne du tout. Peut-être que quelque chose essaie de m'attirer en imitant les cris exagérés d'une personne en détresse. Ou peut-être que c'est vraiment une personne qui subit une douleur insupportable infligée par quelqu'un ou quelque chose. Elle prit une profonde inspiration et poussa lentement un grand soupir. Et pendant un instant, on aurait dit qu'elle avait les larmes aux yeux. Je sais qu'elle a dit que c'était un rêve, mais je ne pense pas que quelqu'un parmi les personnes présentes ait vraiment cru à son histoire, même s'il était difficile d'ignorer son engagement dans son rôle et l'intensité palpable de ses émotions. Elle a continué. J'ai donc décidé d'aller chercher la source du cri. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais c'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans mon cerveau. C'est juste quelque chose que je sais que je dois faire, quelque chose que je suis censé faire. Peut-être que j'ai finalement succombé à son charme et que je me suis conduite à ma perte moi-même. Ou peut-être que quelque chose en moi a décidé que, au minimum, je devais vérifier si quelqu'un avait besoin de mon aide. Ou peut-être que ma curiosité morbide a simplement pris le dessus. Peut-être qu'une combinaison de ces options semble plus probable, car je ne suis pas vraiment une très bonne personne. Le coin de sa bouche s'est légèrement tordu en un sourire narquois. Mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait remarqué, car elle a rapidement poursuivi. Je commence donc à marcher dans les bois. Il fait nuit et je ne vois presque rien. À tel point que je me dis que je ne pourrai jamais arriver nulle part. C'est une pensée réconfortante. Même si je déteste l'admettre, cela signifierait que je n'aurais pas affronté seul ce qui se trouve là-bas. Et puis, je réalise que je n'ai pas vraiment besoin de voir.
Pas quand ce fichu cri semble m'attirer vers lui, devenant de plus en plus fort à chaque fois que je fais un pas dans sa direction. L'instant d'après, j'arrive dans une clairière et je me retrouve face à une petite cabane noire. La porte est grande ouverte, ou plutôt arrachée de ses gonds, comme si ce qui se trouve à l'intérieur m'attendait depuis tout ce temps. Et même s'il fait très sombre dehors, je peux voir qu'aucune fenêtre n'a de vitre. Je ne sais pas si elles ont été brisées avant mon arrivée ou si elles n'ont jamais existé, mais je n'aime pas ça. « Pourquoi ?» demanda Liliane d'une voix basse et étouffée, montrant clairement qu'elle était véritablement terrifiée par ce qu'elle entendait, comme si la façon dont elle s'accrochait à Michael ne suffisait pas à le révéler. Lise ne semblait pas gênée par ce qui était, étonnamment, la première interruption depuis qu'elle avait commencé à raconter son cauchemar. En fait, elle était si peu dérangée et si peu surprise que son regard vide ne croisa même pas celui de Liliane. Pas même une seconde pour lui accorder un signe de reconnaissance. Parce que la porte est grande ouverte et les fenêtres ne sont pas fermées. Quoi qu'il se passe à l'intérieur, celui qui en est responsable veut que je sache qu'il détient tout le pouvoir, tout le contrôle, et qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ce qui semble, à première vue, n'être qu'une cabane sans surveillance et vide, ainsi qu'abandonnée. Je sais que je pourrais tomber dans un piège. Je sais que je ne pourrai plus partir dès que j'aurai franchi le seuil. Et je sais que je pourrais être à quelques instants de voir ou de subir une douleur et une souffrance d'un niveau qui ne devrait pas être possible. Mais je suis déjà allé trop loin. Et l'autre chose, c'est que le cri est devenu si incroyablement et insupportablement fort à mesure que je m'approchais de la cabane. Je veux juste qu'il s'arrête, quoi qu'il en coûte, même si cela signifie que je dois entrer et prendre sa place. Une partie de moi est très opposée à l'idée de continuer, mais mon corps continue d'avancer tout seul, car lui aussi sait que tout cela doit cesser, et que cela ne cessera pas tant que je n'aurai pas vu cette chose jusqu'au bout, quelle qu'elle soit. Je franchis donc le seuil, et quelque chose se produit au moment où mon pied franchit le seuil d'entrée. Elle fit une pause. Ce son perçant et infernal disparaissait tout simplement, comme ça. Elle claqua des doigts. Tout comme si quelque chose venait de l'effacer de l'existence, disparut sans laisser de traces, sans même laisser un seul écho derrière lui. Je devrais me sentir soulagé, mais le silence assourdissant qui l'a remplacé est peut-être encore pire. Il est si lourd et si absolu que j'ai cru que mon ouïe avait été enlevée aussi, soit par ce qui l'a étouffé. C'est mauvais dans tous les cas, car au fond de moi, je sais que ce qui se trouve à l'intérieur de la maison sait que je suis là, et que le fait d'annuler tous les autres sons est sa façon malsaine de dérouler le tapis rouge rien que pour moi. Je sais que je devrais simplement partir, et je le pourrais probablement si je voulais. Quand je me retourne, la porte est encore là, ouverte, laissant entrer une très légère brise. Je fais même un pas vers elle, et je me rends compte qu'aucune force invisible ne me retient. Je pourrais simplement partir et disparaître dans la nuit. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Demanda Margot. Lise haussa les épaules. Peut-être que les cris reviendraient, même si je ne pense pas que ce serait le cas. Alors pourquoi ? Insista Margot, visiblement bouleversée que quelqu'un qui n'était même pas son ami se mette en danger dans une situation qui n'était même pas réelle au départ. Parce que j'ai besoin de savoir qui m'a amené ici, et dans quel but. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ici. Pas vous ? Personne n'a répondu. J'ai scruté les visages de chacun du mieux que j'ai pu. Les filles étaient visiblement terrifiées, tandis que Michael était tellement absorbé et penché en avant qu'il était miraculeux qu'il ne soit pas encore tombé tête la première dans le foyer. Denis, quant à lui, semblait à peine présent ou attentif. Le fait est qu'à ce stade, la plupart d'entre nous étions captivés par son histoire. Il était donc tout à fait naturel que nous voulions la connaître jusqu'au bout. Bon sang, j'aurais été le premier à éclater de rire si tout cela avait débouché sur une blague de mauvais goût, ou si elle nous avait annoncé à suivre avant de nous révéler qu'elle était scénariste et qu'elle était encore en train d'étoffer son histoire. Si seulement. Bon, tu es entré et... dit Michael, impatient que Lise continue et complètement inconscient du malaise de sa propre petite amie à ses côtés.
Lise ne semblait pas s'en soucier non plus. J'entre et je sais au fond de moi que rien ne peut me préparer à ce qui m'attend à l'intérieur. Je continue à marcher jusqu'à atteindre l'entrée de la seule pièce d'où semble provenir une faible source de lumière. Il n'y a pas de porte dans cette maison, mais je ne prends pas la peine de jeter un œil dans les autres pièces plongées dans le noir, car je sais qu'il n'y a rien là-bas. La pièce éclairée est celle où l'on m'attend. Je garde les yeux rivés au sol, voulant retarder autant que possible l'inévitable. Je ne distingue rien d'autre que mes pieds et le vieux parquet humide. Mais je sens dans l'air qu'il y a quelque chose avec moi, peut-être juste hors de mon champ de vision, attendant que je lève les yeux et que je le remarque enfin. Elle fit une pause et personne n'osa faire le moindre bruit. Puis j'ai levé les yeux, et avant même d'avoir pu comprendre ce que je voyais, avant même d'avoir pu pousser un cri ou réagir de quelque manière que ce soit, j'ai senti mon esprit se briser et s'effondrer presque immédiatement à cause de ce que j'avais vu et senti dans cette pièce. Je ne peux pas vraiment vous décrire la scène, seulement mon sentiment primitif de dégoût qui a effacé ces images incroyablement abominables et indescriptibles de mon être profond. Mais certaines traces subsistent. Elle baissa la tête, regardant ses genoux. Si je m'efforce vraiment, je peux voir la pièce et sentir, d'une certaine manière, que je sais ce qui s'y trouve et ce qui s'y est passé, mais je n'arrive pas à le formuler avec des mots. La simple idée d'essayer de le faire me semble être la chose la plus dépravée qu'une personne normale puisse imaginer, et cela me rend malade. Lise s'est frotté doucement le visage, mais je ne savais pas si elle essuyait réellement des larmes. Je pensais qu'elle avait terminé, mais elle a continué. Mais il y a une chose dont je me souviens, un détail que je vois encore aujourd'hui, aussi clair que le jour. Tout le monde se prépara à l'impact de ce qui devait être la révélation finale, ou le rebondissement, ou quoi que ce soit d'autre. Lise poursuivit, mais cette fois avec un regard étrangement vide, complètement perdu dans l'horreur dont elle se souvenait. Il y a un homme dans la pièce. Je peux voir son visage, et son expression répugnante suffit à me faire comprendre qu'il est responsable de toutes les horreurs qui se sont déroulées dans la cabane. C'est lui qui a provoqué tous ces cris impossibles. C'est lui qui m'a fait venir pour une raison sinistre. Et je sais qui il est. Je le reconnais. Elle fit une nouvelle pause, légèrement plus agitée au cours de cette dernière partie de son récit. Je ne sais pas si j'avais pitié d'elle, et si je voulais qu'elle en finisse pour son propre bien, ou si j'étais devenu impatient de la voir nous tenir en haleine. Quoi qu'il en soit, je m'écriai « Qui est-ce » et elle me lança immédiatement un regard perçant. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'elle regardait quelqu'un directement depuis qu'elle avait commencé à nous raconter son histoire, mais quelque chose dans l'intensité de son regard m'a profondément mis mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'inébranlable et d'inattendu. Une petite rafale de vent souffla, éteignant le feu mourant. « C'est toi !» a-t-elle dit d'une voix qui tremblait non pas de peur, mais d'une colère profonde et venimeuse. Mon estomac s'est noué, et j'ai senti mon corps tout entier se couvrir soudainement de sueur froide. « C'est toi !» a-t-elle répété, avec un niveau de répulsion accru que seul moi, la personne visée par ces accusations ignobles et imaginaires, pouvait percevoir. L'un après l'autre, tous les autres ont lentement tourné la tête vers moi. Pendant un instant, j'ai sincèrement pensé que l'un d'entre eux finirait tôt ou tard par sortir de son personnage et éclaterait de rire en voyant qu'ils avaient réussi à me faire peur et à me jouer un tour. Mais personne n'a dit un mot, et je ne savais même pas quoi dire alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Nous sommes tous restés là, assis, en silence. Margot s'est finalement levée et a dit qu'elle allait se coucher, ce qui a incité tout le monde, sauf Lise, à faire de même. Lorsque Brenda a demandé à Lise si elle allait bien, elle a répondu que oui, mais qu'elle allait rester encore un peu avant de rejoindre sa tante. Ils nous ont tous laissés là, sans m'adresser la parole ni faire de commentaires sur le rêve de Lise et mon implication dans celui-ci, selon elle. Mais sans le feu entre nous comme source de lumière,
Je pouvais sentir que son regard était toujours fixé sur moi. Plus j'essayais de comprendre cette situation, plus je me mettais en colère, mais j'essayais de ne pas le montrer. Pourquoi se donnerait-il tant de mal pour me faire sentir comme une merde ? Et même recruter l'aide de quelqu'un que nous ne connaissons pas vraiment, juste pour se mettre encore plus mal à l'aise. Enfin, surtout moi. Je comprends qu'on ait envie de me faire une farce, mais cela dépassait tout ce que les membres de notre groupe auraient pu imaginer. C'était d'un tout autre niveau. Et je ne voyais même pas ce que j'aurais pu faire à quelqu'un pour justifier ce piège tordu. Mais le pire, c'est que personne n'a pris la peine de m'expliquer la blague, même après la chute, et que tout le monde s'est contenté de me laisser dans le noir, au sens figuré comme au sens propre, même si cela signifiait gâcher complètement mon humeur pour le reste du week-end. Pourquoi m'ont-ils fait ça ? Et comment tous les membres de notre groupe ont-ils pu se prêter au jeu avec un tel sérieux ? J'étais en colère, certes, mais aussi profondément blessé par leur insensibilité et leur absurdité. Mais je n'ai pas dit un mot. Si c'était ce qu'ils voulaient, je ne leur donnerais pas cette satisfaction si facilement. J'ai brièvement regardé Lise, qui était toujours assise à son extrémité du banc de fortune que nous avions rapidement assemblé, et elle m'a rendu mon regard. Elle n'avait rien d'autre à dire, et moi non plus. Alors je me suis levé et je suis retourné à ma tente sans dire un mot. Pour autant que je sache, elle est restée assise là toute la nuit. Je ne sais pas si j'ai vraiment dormi, car quand je me suis réveillé, j'étais toujours aussi furieux que la veille. Il était presque 10 heures quand j'ai regardé mon téléphone. Nous n'avions pas convenu d'une heure précise pour nous réveiller. En général, nous nous autorisions à dormir aussi longtemps que nous le voulions. Ensuite, nous préparions le petit déjeuner, ou le déjeuner selon l'heure, et nous mangions avant de poursuivre notre programme décontracté. Je n'entendais aucun bruit à l'extérieur, ce qui m'a fait penser que j'étais probablement la première personne à me réveiller. Mais il était 10 heures, putain. J'ai pensé que je ferais aussi bien d'aller faire une promenade matinale pour essayer de me changer les idées, même si je savais que cela ne m'aiderait probablement pas beaucoup. Peut-être qu'à mon retour, il finirait par m'expliquer toute cette épreuve. Et même si une partie de moi leur en voudrait sans doute encore, au moins je n'aurais pas à passer le reste de la journée à m'énerver à ce sujet. Lorsque j'ai ouvert la fermeture éclair de ma tente pour sortir, mon cœur s'est presque arrêté devant la scène qui s'offrait à moi. Et pour la 2e journée consécutive, je suis resté sans voix. Non seulement tout le monde était déjà debout, mais ils étaient tous là, debout, avec leur équipement et leurs sacs prêts à partir. Je ne sais pas ce qui m'a le plus dérangé. Le fait qu'ils se soient tous levés, habillés et fait leur bagage sans même que je m'en aperçoive. Ou qu'ils soient tous là, debout, à me fixer en silence, visiblement agacés, comme s'ils m'attendaient depuis des lustres pour que je fasse de même. À l'exception de Lise, qui se tenait le plus loin de ma tente, tous les autres étaient tournés vers moi. « Ben quoi ?» ai-je demandé en passant la tête hors de ma tente. « On va quelque part » a dit Michael. « Ah bon ?» ai-je ajouté frustré, mais espérant aussi obtenir une réponse similaire de la part de l'un d'entre eux. « Oui » a répondu Liliane. « On t'attend. »« Cool. Attendez alors. » J'ai fermé ma tente et j'ai essayé de rassembler mes idées avant de commencer à ranger mes affaires. D'après ce que j'entendais, ils ne discutaient pas dehors et ne faisaient aucune conversation. Mais j'avais l'impression qu'ils m'encerclaient, comme s'ils voulaient s'assurer que je ne m'échapperais pas discrètement sans qu'ils s'en aperçoivent. Ou alors c'était peut-être juste mon imagination. Mais s'ils étaient déterminés à maintenir cette mascarade, je le serais aussi. Il m'a fallu plusieurs minutes pour rassembler toutes mes affaires, mais je ne me suis pas vraiment dépêché non plus. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide ou si j'en voulais, ce qui rendait la situation d'autant plus gênante que j'étais le seul à faire du bruit, tandis qu'ils attendaient en silence sans rien faire ni rien dire. Mais j'ai accueilli cette gêne avec plaisir et j'ai fait tout mon possible pour la prolonger, car je voulais qu'ils se sentent aussi mal à l'aise que moi. Ils ne semblaient pas perturbés, mais on peut être deux à jouer à ce jeu,
et je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Une fois mon sac à dos enfilé, j'ai tapoté mes cuisses pour leur faire savoir que j'étais prête à partir. Lise a brièvement regardé dans ma direction, sans croiser mon regard cette fois-ci. Puis elle s'est mise en route. Les autres se sont détournés de moi les uns après les autres et ont commencé à la suivre sans un mot. Ils comptaient probablement sur moi pour leur demander où nous allions, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contenté de suivre le groupe en dernier tout à l'arrière. Nous sommes partis vers 10h40 et à midi, nous marchions encore. Chaque fois que je m'arrêtais pour boire un peu d'eau ou lasser mes chaussures, ils s'arrêtaient aussi, comme à l'unisson, quelle que soit la distance qui me séparait d'eux. Après 30 minutes de marche supplémentaire, j'ai retiré mon sac à dos et je me suis assis sur une souche d'arbre envahie par la végétation, sans me soucier le moins du monde de savoir si les autres allaient continuer à marcher sans moi. À ma grande consternation, ils ont immédiatement interrompu leur marche et se sont tournés vers moi. Certains me faisant face, d'autres me regardant de côté. Tout sauf Lise, qui m'a tourné le dos. J'ai laissé échapper un petit ricanement, inaudible pour tout le monde sauf moi, et j'ai gloussé. Je me suis frotté les mains, j'ai étiré mes jambes, puis j'ai fouillé dans mon sac pour trouver quelques snacks, que j'ai mangés sans me soucier du reste. Ce n'était pas leur goût qui me ravissait, mais le fait que mes actions devaient les énerver dans une certaine mesure. Je ne donnais aucun signe que j'allais me lever de sitôt pour poursuivre la randonnée. Et après environ 10 minutes passées à me gaver lentement, j'étais presque convaincu qu'ils allaient simplement attendre en silence, mais je me trompais. Brenda, celle qui était la plus proche de moi, prit la parole. « Tu peux faire ça plus tard, » dit-elle. Je ne la regardais pas. Au lieu de ça, j'ai lentement froissé bruyamment dans ma main l'emballage en aluminium des barres énergétiques que je venais de manger, et après les avoir rangées quelque part dans mon sac à dos pour ne pas salir les lieux, j'ai levé ma main droite et l'ai placée en cornée derrière mon oreille, faisant semblant de ne pas avoir entendu ce qu'elle avait dit. Il y eut un long silence. « J'ai dit que tu pouvais faire ça plus tard. »« Où ? Quand ? Hein ?» ai-je demandé. Elle ne répondit pas. Personne ne répondit. Je haussai les épaules et sortis une autre barre protéinée. Et pour la première fois depuis que nous avions quitté notre campement, je sentis une véritable hostilité émaner des personnes que je considérais comme de vrais amis. Avant que je n'ai pu déchirer l'emballage, je remarquai que Denis avait commencé à revenir vers moi. Et je ne réalisais qu'après coup que ma main avait instinctivement cherché le couteau de poche que je gardais dans l'une de mes poches avant. J'étais déjà debout lorsqu'il m'a rejoint. « Nous devons partir, » a-t-il dit. « Partir. Partir. Partir où, bordel de merde ?» ai-je rétorqué en articulant chaque mot à voix haute, juste devant son visage pour bien l'énerver. Brenda, Margot, Michael et Liliane ont tous fait un pas notable vers moi. Quelques jours avant le voyage, j'avais fait mes recherches et cherché quel type de sentiers de randonnée et autres points d'intérêt pouvaient exister dans la région, car je savais que personne ne prenait jamais la peine de vraiment se pencher sur ces choses-là. Je faisais toujours mes devoirs plus par curiosité qu'autre chose, car je me disais que ce serait plus cool d'avoir des endroits à visiter et d'être celui qui les avait découverts pour nous tous. Mais le chemin que Lise nous faisait emprunter ne m'était pas du tout familier. Même après avoir regardé les quelques captures d'écran que j'avais enregistrées sur mon téléphone, je ne savais toujours pas où nous pouvions bien nous diriger. Tout cela faisait sans doute partie de leur grande farce, quelle qu'elle soit, mais j'en avais assez de jouer le jeu. Quoi qu'il en soit, cela ne valait pas le temps, ni l'effort, ni la sensation incessante qui me tordait l'estomac. Ils firent un pas de plus. « On y est presque », me dit Denis, son haleine chaude du matin emplissant mes narines. « Tu verras. » J'ai utilisé ma langue pour déloger quelques morceaux de barre protéinée encore collés à mes dents, avant de cracher le tout par-dessus l'épaule de Denis, manquant de peu son visage. Il n'a pas bronché, ni même cligné des yeux. « Non !» ai-je répondu. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'aurais pu jurer qu'il s'apprêtait à me frapper.
Mais avant que je puisse prendre des mesures pour me protéger, un bruit soudain et fort a complètement déraillé le fil de mes pensées. Au début, j'ai pensé que l'un d'entre eux avait trébuché et s'était blessé en se dirigeant vers moi, mais un rapide coup d'œil au reste du groupe m'a permis de constater que ce n'était pas eux qui faisaient ce bruit. C'était le son horrible et lointain de quelqu'un qui criait, comme si on lui arrachait lentement les entrailles tandis que la plante de ses pieds était en feu. L'histoire de Lise et tous ces détails effrayants m'ont immédiatement envahi l'esprit. C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, ni combien d'autres personnes ils ont réussi à convaincre de les accompagner, mais je ne supportais pas ce que cela me faisait ressentir. Je voulais leur crier d'arrêter, mais ce cri horrible semblait si réel, si désespéré et si fort que je pouvais à peine former une pensée cohérente. Aucun d'entre eux ne semblait perturbé ou inquiet, et je pouvais sentir, à la façon dont mon estomac se retournait et dont mon cerveau envoyait toutes sortes de signaux, que ce que j'entendais ne pouvait pas être un enregistrement. C'était bien réel. « Quelqu'un a besoin de notre aide, nous devons y aller », a déclaré Margot, impassible. Je l'ai regardée. Cette personne que je croyais connaître depuis plusieurs années, mais je ne la reconnaissais pas, ni aucun d'entre eux. Pas vraiment, pas complètement, plus maintenant. J'ai alors regardé Lise, qui se tenait suffisamment loin de moi pour que je ne puisse pas distinguer ses traits. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé ensuite, mais je me souviens avoir couru dans la direction opposée. Je n'ai même pas pensé à prendre mon sac à dos. J'ai juste couru aussi vite que possible. J'ai dû me retourner une seule fois dès que je suis parti, et j'ai remarqué que, pour une raison étrange, aucun d'entre eux ne s'était mis à me poursuivre. Ils restaient tous exactement là où je les avais laissés, et on ne pouvait pas en dire autant du cri qui menaçait bruyamment de me suivre jusqu'au bout du monde. Mon corps était en pilote automatique, tandis que mon cerveau ne cessait d'imaginer le pire scénario possible qui pouvait m'arriver au milieu de nulle part si, pour une raison quelconque, je ne parvenais pas à retrouver mon chemin. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes me lâchent, et à ce moment-là, j'étais presque sorti des bois. Le ciel était dégagé, mon téléphone fonctionnait toujours, et je commençais enfin à reconnaître certains points de repère locaux. Même si mes oreilles bourdonnaient encore fortement, le cri lui-même s'était dissipé à un moment donné sans que je m'en aperçoive. Malgré le traumatisme psychologique, je n'avais aucune blessure physique. Je suis arrivé au parking où nous avions laissé nos voitures, et après avoir brièvement inspecté celles des autres depuis l'extérieur, en particulier celle de Denis dans laquelle Lise était également montée, et réalisé qu'elle ne m'apporterait aucune réponse, je suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi. J'ai tenu mon téléphone dans ma main pendant tout le trajet, espérant recevoir un SMS ou un appel de l'un d'entre eux qui me ferait comprendre qu'ils m'avaient vraiment compris. Mais rien n'est venu. Pas un seul contact. J'ai cependant reçu des appels et des SMS d'amis et de parents. Ils n'ont pas eu de nouvelles d'eux. Et leurs employeurs respectifs s'interrogent également sur leur absence imprévue et prolongée. Je voulais croire qu'ils étaient tous dans le coup, pour une raison ou une autre. Mais je sais que cela ne peut pas être vrai. J'ai dû répondre à plusieurs appels de parents très inquiets, dont certains que je connais depuis plusieurs années et que j'ai rencontrés en personne à plusieurs reprises. Et il y a une sorte d'inquiétude parentale sincère que l'on ne peut tout simplement pas feindre. Je ne savais pas vraiment quoi dire, ni comment expliquer ce qui s'était passé. Alors j'ai dit que j'avais eu un imprévu et que je devais partir plus tôt. Et peut-être que mes amis avaient décidé de prolonger leur voyage. Je pense que ça avait l'air d'être un mensonge. Mais je sais à quel point cela semblait grave. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que les forces de l'ordre ne s'en mêlent. Je n'ai presque pas dormi depuis mon retour. Et dire que je suis mort de peur à l'idée de ce qui pourrait m'arriver serait un euphémisme. Je suis désolé si tout cela semble insensible, mais je sais que je n'ai rien fait de mal. J'ai réécouté plusieurs fois tout ce que j'ai enregistré, et je sais pertinemment que c'est ainsi que les choses se sont passées. J'aurais aimé que ce qui s'est passé cette nuit-là ne se soit pas produit, mais c'est le cas. Et pour l'instant, je ne peux pas me permettre de m'inquiéter pour quelqu'un d'autre que moi. 6 personnes ont disparu, ou du moins, elles n'ont toujours pas donné de signe de vie.
D'après ce qu'on m'a dit, leurs téléphones sont toujours allumés, mais personne ne répond aux appels. Quand on m'a demandé si j'avais essayé de les contacter moi-même, j'ai menti et j'ai répondu que oui, alors qu'en réalité, c'est la dernière chose que je souhaite faire, car quelque chose me dit qu'il répondrait à mes appels. La conversation que j'ai eue avec la mère de Denis a été de loin la plus déconcertante, car lorsque je lui ai parlé de son amie Lise qu'il avait emmenée avec lui, elle m'a répondu que c'était la première fois qu'elle entendait ce nom. De plus, sa mère lui avait rendu visite la veille. Elle lui avait préparé des gâteaux à apporter à tout le monde, et avait passé la nuit chez lui avant de le voir partir le lendemain matin, lorsqu'il est venu nous rejoindre. À aucun moment, il n'y avait une jeune femme dans sa voiture, ni aucune mention qu'il allait prendre quelqu'un d'autre en chemin. Je connais Denis et sa mère depuis longtemps, et je sais qu'ils ont toujours été très ouverts l'un envers l'autre sur la plupart des sujets, surtout depuis que son père est décédé de manière inattendue d'une maladie très agressive il y a quelques années. Alors, qui était cette Lise? Où Denis l'avait prise en voiture? Et pourquoi? Que voulait-elle? Ou qu'espérait-elle obtenir? Et pourquoi m'avait-elle pris pour cible? Je n'ai pas les réponses à ces questions pour l'instant, mais mon esprit ne cesse de revenir à cette histoire étrange qu'elle nous a racontée, et pour la pire des raisons qui soient. Vous voyez, je m'assoupis de temps en temps. Jamais assez longtemps pour avoir l'impression de m'être réellement reposé, mais suffisamment pour me retrouver seul dans une forêt sombre, tandis qu'un sifflement lointain se fait entendre dans le vent et devient de plus en plus clair et fort à mesure que je tarde à me réveiller. Une cabane noire sans porte ni vitre est la dernière chose que je vois toujours avant de me réveiller. Je suis terrifié à l'idée de ce que je pourrais entendre d'autre dans ce rêve, terrifié à l'idée de voir des choses que je ne peux pas comprendre. Je m'allonge sur mon lit et repense à la dernière chose que Denis m'a dite. « Tu verras. » Et je me laisse emporter par une vague d'horreur pure et abjecte, alors que je réalise pleinement la nature inéluctable de ces mots. Ce n'était pas une déclaration, c'était une promesse.